Commencer avec un mot de prière. Père Céleste, on est devant toi pour te glorifier, pour t'apporter nos cœurs, Seigneur, toi qui as tout fait pour nous. Dirige cet avant-midi. Merci pour la parole que tu nous laisses. Instruis-nous et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Que ce matin, on va regarder différentes visions d'Adam par les chrétiens d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens croient d'Adam? Pourquoi parler de ça? Ça fait un petit peu la suite avec nos interprétations que les gens font de la Genèse. Puis en 2011, il y avait la revue Christianity Today, qui est une revue pour le monde évangélique chrétien, qui avait publié un article, ça s'appelait The Search for Historical Adam. Puis c'est la recherche pour le Adam historique. Puis là, il montrait en 2011 les différents modèles que les gens croyaient, puis là, il l'exposait concernant la création de l'homme et la femme ou l'évolution, parce que dans ces modèles-là, il était présenté. Puis c'était la première fois qu'une revue comme très générale amenait ce sujet-là. D'habitude, c'était dans des débats universitaires là, de penseurs, philosophes, puis scientifiques qui parlaient de ça. Là, il amenait ça à monsieur, madame, tout le monde. Puis depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de développement là-dessus. On a vu celui de John Walton. Une de ses propositions, on a vu William Lane Craig la semaine passée. Ceux qui l'ont pas vu pour retourner en arrière, l'écouter, là, pas la semaine passée, mais quelques semaines, sur le site Internet de l'Église. Mais c'est vraiment intéressant. Puis ça a poussé ces réflexions-là dans le monde évangélique. Puis c'est ça que je voudrais qu'on regarde aujourd'hui ensemble. Je vais commencer avec la position historique, la position que moi je crois, puis que l'Église ici adopte. C'est la position où ce que Adam et Ève font partie d'un monde créé par Dieu il y a environ 6 à 10 000 ans. La terre, elle est jeune. Hein. La création de l'homme et la femme a été faite le sixième jour. Adam a été créé de la poussière de la terre. Ève a été créée de la côte d'Adam. Le sixième jour, les deux, le sixième jour, Adam et Ève sont les ancêtres de l'humanité. C'est de eux que découle tout le reste de l'humanité. Adam et Ève ont péché. C'est ce péché-là qui a entraîné une malédiction sur le monde, puis la mort. Puis la nature pécheresse est héritée à toute l'humanité par Adam. On est vu qu'on est les descendants d'Adam et Ève, on a hérité de cette nature en nous. Ça, c'est la position qui est historique concernant Adam et Ève. Maintenant, la position évolution théistique classique qu'on avait regardée, hein, ça va suivre un modèle évolutionniste d'un ancêtre commun. Fait que là, environ 6 millions d'années, il y a eu le premier homme-singe qui a apparu suite à un processus évolutif très long. Hein, puis l'humanité ne viendrait pas de deux personnes, mais d'une population d'humanoïdes d'environ 10 000 individus qui, il y a 6 millions d'années, a commencé à se développer puis à évoluer jusqu'à temps qu'on arrive un jour à l'homo sapiens ou l'homme moderne, comme on pourrait se qualifier nous autres. Dieu n'aurait pas créé Adam et Ève de façon miraculeuse pour eux. Peut-être que Dieu aurait créé l'âme au niveau de l'être humain, là, mais c'est incertain parce qu'eux, ils pensent que la psychologie humaine de la religiosité fait partie de l'évolution. Fait que même l'idée que l'homme soit religieux, ça aussi, ça allait évoluer. Fait qu'ils sont pas sûrs pour l'âme. Ça reste quelque chose d'immatériel, puis ils croient à ce qui est matériel, qu'est-ce qui est, que tu peux toucher physiquement. Fait que ça reste incertain pour les évolutionnistes théistes classiques. Puis la mort est présente depuis le début, c'est pas la conséquence du péché d'Adam et Ève. Pour eux, la mort était là, c'est naturel, ça fait partie de la chaîne de la vie. Ça, c'était le premier modèle évolutionniste théiste. Le modèle Homo divinus, celui-là est intéressant. C'est, ça suit aussi le modèle évolutif qu'on aurait un ancêtre commun il y a 6 millions d'années. Par contre, Adam et Ève n'auraient pas été créés par Dieu. Ce n'est pas une question de création, c'est vraiment une question d'évolution. Mais Dieu aurait choisi des fermiers à l'époque du néolithique, puis environ 10 000 ans pour se révéler. Fait que là, c'est à partir de là, 10 000 ans que là, Dieu a comme choisi des gens, il s'est révélé à eux. Puis là, c'est pour ça qu'ils les appellent Homo divinus. Là. Ces gens-là, sont devenus des hommes avec la connaissance de Dieu parce que Dieu se serait révélé à eux. Puis là, ils ramènent ça autour de 10 000 ans, fait que ça accorde un petit peu avec l'idée que la Terre est jeune. Fait que, depuis que l'homme connaît ça, maintenant, là, il a créé le récit de la création, puis il a écrit ces choses-là, mais en fait, tout était là depuis très longtemps. Certains, dans ce genre de modèle-là, disent que
Dieu aurait choisi, mais l'Homo erectus. Fait que c'est comme, je ne sais pas si vous vous souvenez du chaînon évolutif, c'est comme un des premiers fossiles qui a l'air humain qui a été trouvé. Mais là, ce serait beaucoup plus vieux, proche d'un million d'années, pas 10 000 ans. Fait qu'il y a des variantes aussi dans ça. Le péché serait attribué à la descendance d'Adam et Ève, fait que ceux à qui Dieu s'est révélé, là, leur descendance, et à leurs contemporains. Fait que par la bande, les gens qui étaient là autour d'eux, qui ont pu être, ont eu la connaissance de Dieu via la révélation d'Adam et Ève qui leur donnait, tombaient également coupables de péché. Fait que c'était pas juste héréditaire, c'était aussi si tu étais voisin dans la même région, tu tombais par la bande aussi pécheur comme Adam et Ève. Puis la mort serait présente également depuis le début, vu qu'il y a eu un processus évolutif pour amener jusqu'à l'être humain. Euh, Puis quand on parle d'Adam et Ève, ben la mort, c'est juste spirituel. C'est une séparation d'avec Dieu et non pas une mort physique. Il y a un modèle généalogique d'Adam et Ève. Ce modèle-là, ça suit encore une fois le modèle évolutif où ce que l'homme aurait évolué d'un primate, là. Euh, Adam et Ève auraient été créés au milieu d'une population de 10 000 individus qui, eux, proviennent de l'évolution. Fait que, je vais le clarifier un peu. Adam et Ève étaient dans le jardin, puis les hommes évolués étaient autour. Fait que Dieu aurait créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, mais autour d'eux, il y avait des hommes qui avaient évolué là, par le processus normal d'évolution. Puis là, après qu'Adam et Ève aient péché dans le jardin, ils ont été chassés, puis là, ils se sont mêlés avec la race humaine autour. Puis là, ça a créé. C'était encore des humains, là. Mais c'est ça. En dehors du jardin, la mort, elle serait présente pour eux également depuis le début. Puis c'était la conséquence du péché de Adam et Ève. C'est seulement une mort spirituelle, là. C'est pas la mort, c'est pas la conséquence du péché d'Adam et Ève. On parle juste d'une mort spirituelle, d'une séparation d'avec Dieu. Euh, Là, dans ce cas-là, comme on est, ils appellent ça le modèle généalogique. Fait que depuis qu'Adam et Ève se sont mêlés avec les autres humains qui avaient évolué en dehors du jardin, mais on est tous, même maintenant, tous descendants, on s'est intermêlés ensemble, puis maintenant, on est tous considérés humains à cette image-là. Fait que ça, c'est un autre modèle que les gens apportent. Là, on a le modèle Homo heidelbergensis de William Lane Craig, celui qu'on a présenté le dernier coup. Je vais aller plus rapidement. Lui aussi, il suit un modèle évolutif. Adam et Ève seraient des membres du groupe Homo heidelbergensis il y a environ 750 000 ans. Ils n'ont pas nécessairement été créés. Même lui, il ne croit pas qu'ils ont été créés, mais c'est les deux premiers êtres dans le genre Homo qui sont arrivés. Mais il laisse la place aussi qui pourrait l'être, là. Il ne tranche pas là-dessus. Il préfère qu'ils ont évolué, qu'ils ont été créés. Adam et Ève seraient des ancêtres communs de tous les humains. C'est quand même les deux premiers du genre Homo. Puis là, pour eux, ils seraient les ancêtres de tous les êtres humains. Contrairement à tous les autres qu'on a vus tout à l'heure, là, c'était des produits d'évolution où ils ont été mélangés avec des autres humains qu'il y avait autour dans le temps. La mort, pour lui, elle est présente également depuis le début, puis c'est pas la conséquence du péché d'Adam et Ève, c'est seulement une mort spirituelle que la Bible parle, selon lui. On a le modèle de design d'origine unique. Ça ressemble beaucoup à ce que William Lane Craig parlait là, avec son Homo heidelbergensis, là. Adam et Ève auraient été créés pour eux, fait que c'est vraiment une création par contre. Puis il y a environ 500 000 ans. Puis ce modèle-là, c'est le modèle que les gens du design intelligent aiment utiliser. Fait que c'est un modèle qui est scientifique. Il n'y a pas beaucoup de développement du côté théologique. Fait qu'ils font rien que dire, bon, scientifiquement, on croit que avec la diversité qu'on voit autour, ben, il pourrait y avoir un premier homme puis une première femme qui auraient été créés, là, 500 000 ans, qui sont distincts des primates. Fait ils ont déjà un pas de plus de fait dans ce sens-là. C'est pas des gens qui ont évolué, là, mais que Dieu a fait parce qu'ils ont un design unique puis spécifique. Mais ça fait 500 000 ans. Adam et Ève, ce seraient les ancêtres de tous les êtres communs. La mort est présente depuis le début, par contre. Puis c'est pas la conséquence du péché d'Adam et Ève, parce que ça parle seulement d'une mort spirituelle, selon eux. Fait que Dieu aurait créé, puis de temps en temps, il intervient dans sa création, puis fait avancer les choses, comme avec l'être humain qui aurait créé il y a 500 000 ans. Mais la mort, elle existe depuis très longtemps dans la création que Dieu avait faite.
Il y a le côté création terre vieille classique. Adam et Ève auraient été créés, mais ça, il y a entre 55 000 ans et 230 000 ans. Euh, Adam et Ève seraient les ancêtres de tous les Homo sapiens. C'est comme les hommes qui nous ressemblent aujourd'hui, mais pas les autres genres Homo. Quand on regarde les fossiles ou les squelettes, on voit qu'il y a d'autres variétés d'humains, comme l'homme de Néandertal, Denisovin, l'Homo erectus. Eux, ils disent non, ça, c'était pas des êtres humains créés par Dieu, c'était le fruit de l'évolution ou de autre, pas de l'évolution, mais d'une autre création, mais c'est pas des êtres humains. Eux, également, la mort est présente depuis le début, c'est pas la conséquence du péché d'Adam et Ève, seulement une mort spirituelle. Puis on a une version hybride, terre vieille, humanité récente. Fait que, vous voyez qu'il y a plein de façons de voir Adam. Hein, la Terre et l'univers auraient des milliards d'années, mais Adam et Ève auraient été créés récemment entre 6 et 10 000 ans, comme le récit narratif, on le voit dans la parole. Adam et Ève seraient les ancêtres de tous les êtres humains, mais la mort est présente depuis le début, fait que dans le fond, les animaux ou d'autres mouraient, puis c'est pas la conséquence du péché d'Adam et Ève, mais c'est seulement quand on voit la mort comme malédiction dans la Bible, c'est seulement la mort spirituelle. Ce dernier point-là, je vais en revenir une autre fois juste là-dessus spécifiquement, parce que c'est la plus grosse différence entre ce qu'on comprend de la parole quand on croit la position historique. On croit que la mort est entrée dans le monde au complet, là, la mort physique et spirituelle, pas seulement pour les êtres humains, mais aussi pour la nature et la création qu'il y avait de fait autour. Fait que ça fait le tour un petit peu des différentes positions. Euh, Ceux qui ça leur intéresse, je pourrais vous le laisser. En fait, c'est gratuit sur Internet, on peut l'imprimer. Là. C'est Comparing Contemporary Evangelical Model Regarding Human Origin. Ça compare les différents modèles. Puis je je trouve ça quand même très bien fait. Fait que si vous êtes intéressé à ça. D'autres livres intéressants, Searching for Adam, puis vu que dans la foulée où ce que tous les gens arrivaient avec toutes sortes d'hypothèses, il y a un Terry Mortensen qui a sorti la position vraiment là, qu'on croit là, littérale là, historique, puis il l'a vraiment tout bien défini puis détaillé pour un peu faire la contrebalance de tous les gens qui arrivaient avec leur nouvelle hypothèse puis leur nouvelle chose de façon de voir le monde, qui vient en grosse partie de vouloir expliquer ce que la science veut enseigner, la science historique veut enseigner, puis il a fait un méchant bon travail avec ceux qui sont intéressés. Maintenant, pourquoi on croit à une interprétation littérale? Fait que j'aimerais ça passer un petit peu de temps là-dessus. Adam et Ève sont les premiers humains. Euh, le premier point que j'ai, c'est la généalogie. Quand on regarde dans la parole, on voit que dans Genèse 5, Genèse 1, on voit la création, on voit Adam et Ève, mais dans Genèse 5, on voit la première généalogie. Elle commence avec Adam. Après ça, on voit dans Chronique 1, encore la généalogie qui recommence avec Adam. Puis Luc reprend la généalogie, mais là, elle se termine, là, c'est à contre-rebours, part de Jésus, puis là, ça se termine encore une fois avec Adam. Fait que, à trois places dans la parole, Dieu nous laisse une séquence d'une généalogie, puis ça va tout à un Adam littéral. Oups. Pourquoi ça part vite de même? OK. Euh, L'autre, on l'a lu plusieurs fois, mais j'aimerais ça qu'on retourne Matthieu 19. Quand on parle de ce sujet-là, ça revient souvent. Matthieu 19, les versets 4-5. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Là, on est après parler de Genèse 1. Là, Jésus parle à des pharisiens, fait qu'eux, c'est ça qu'ils vont comprendre. Ils vont comprendre un créateur au commencement, Dieu créa. Fait qu'ils vont tout de suite comprendre Genèse 1. Il a fait l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Là, il parle de Genèse 2, quand il cite une partie de Genèse 2. Fait que Jésus nous ramène au commencement, fait qu'il nous ramène à Adam et à Ève. Euh, Si on continue. Oh, je ne sais pas pourquoi ça file tout seul. On va le laisser là. Euh,
Paul confirme qu'Adam est le premier homme dans Acte 17. Là, on peut tourner. Acte 17. Acte 17, verset 26. Paul il est à Athènes, puis il était prêt à parler aux Grecs de cet endroit-là. Puis là, il dit, il a fait les hommes sortis d'un sang. Il a fait que tous les hommes sortis d'un sang habitent sur toute la surface de la terre et a déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Hein. Tous les hommes sont sortis de un sang, de une personne. Paul nous ramène à Adam. 1 Corinthiens 15, 45, ça dit... C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Mais le premier homme, Adam. Hein, fait que Paul y ramène l'idée que Adam, c'était le premier. Ève, la mère de tous les vivants, dans Genèse 3:20, quand Adam il nomme Ève, dit Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle est la mère de tous les vivants. Fait que de Ève est sortie toute l'humanité. Après ça, on tombe à pourquoi on croit qu'Adam et Ève ont été spécialement créés par Dieu. C'est une intervention directe de Dieu, ce n'est pas un processus évolutif. Dans Genèse 2, on peut le voir, là, comment Dieu les a formés, mais on voit aussi que Paul confirme l'acte créateur. On est déjà dans Corinthiens. Je vais vous lire le verset 47. Je viens de lire le premier homme, Adam, tiré de la terre, était... Ah non, je ne l'avais pas lu, lui. Le premier homme, Adam, tiré de la terre. Quand on voit que Dieu a pris la poussière, il ramène l'idée qui a été tirée de la terre est terrestre. Le second est du ciel céleste. En 1 Corinthiens 11, 8, Paul dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Fait que, il ramène l'idée, l'homme n'a pas été créé à partir de la femme, mais la femme, elle a été créée à partir de, tirée de l'homme, faite à partir de la côte d'Adam. Fait que, il ramène la même idée que la femme elle a été prise d'une partie de Adam. Fait que ça confirme encore l'idée que Dieu a créé de façon spéciale l'homme et la femme, ce qu'on voit dans Genèse 2, une intervention directe. Adam et Ève ont commis le premier péché. L'homme avait été créé parfait. Et bon, là, on voit quand Dieu a créé, tout était bon, tout était très bon. L'homme était dans le jardin, tout allait bien jusqu'à temps qu'il soit tenté. Ecclésiaste 7, 29, c'est intéressant comment est-ce que Salomon en parle. Ecclésiaste 7, 29, ça dit, seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ouais, Dieu a fait les hommes droits, il les a créés droits. Mais après la chute, l'homme a cherché beaucoup de détours. Paul confirme l'idée que le premier péché vient d'Adam en Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Hein, le péché est entré dans le monde via Adam par un seul homme. 2 Corinthiens 11, 3. On voit que Paul même confirme le récit par lequel la chute est arrivée. Je pense que je dois avoir mis un timer sur mes affaires. Les slides bougent tout seuls. OK. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Fait que Paul ramène l'idée que c'est le serpent qui a séduit Ève. Puis il en parle comme ça, pas comme une image ou comme une allégorie, mais comme un fait pour les gens qui y parlent. Fait que ça ramène l'idée qu'il y a eu un péché original, puis ça l'a amené la mort. Hein, la mort, c'est la punition du péché. Dieu avait fait tout très bon. Quand on voit la fin de la création dans Genèse 1, 31, Dieu dit, voici, tout est très bon. Fait que là, on peut s'entendre que très bon, ça n'inclut pas la mort, la maladie, la souffrance, ces choses-là, les parasites, les épines même. Ça vient de la malédiction qui est arrivée par après. Dieu confirme que la mort est la conséquence du péché. Dans Genèse 2,17, ça dit, il parle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu vas en manger, tu vas mourir certainement.
Là, la mort, ce serait une conséquence de ça. Puis Paul confirme que la mort est l'ennemi. 1 Corinthiens 15, 26. On va le lire ensemble, celui-là. 1 Corinthiens 15, 26, ça dit, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Que Dieu va réduire à l'impuissance la mort. Apocalypse 21, 4. Tournez ensemble aussi. Jean va garantir que la mort ne sera plus. En fait, c'est Christ, la révélation de Jésus que Jean a reçue. Apocalypse 1, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus aucun deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses auront disparu. Pas de douleur, plus de cri, plus de deuil. Il n'y aura plus de mort. Fait que ça aura été vaincu. Fait que maintenant, pourquoi les gens veulent absolument mélanger l'évolution puis la parole? Mais voici les points principaux qui sont leurs principaux arguments pour dire, oh, je pense que l'homme a évolué, puis c'est ça qui fait le plus de sens. Ils vont se baser sur le registre fossile. Ils vont se baser sur la ressemblance génétique qu'on a avec le chimpanzé. Ils vont se baser sur le fait que notre ADN, ils disent qu'à l'intérieur, on a beaucoup d'ADN qui ne sert plus à rien. Ils appellent ça l'ADN poubelle, qui sont une preuve qu'on a des descendants communs. Puis là, quand ils comparent le chimpanzé puis l'être humain, ils disent on voit la même ADN poubelle, donc on vient de l'ADN qui ne sert plus à rien, qui viennent de nos ancêtres. Ils vont prendre ça comme argument. Puis l'autre, ils vont dire qu'il y a une trop grande diversité génétique dans les êtres humains sur la Terre aujourd'hui pour venir seulement de deux êtres communs, un homme puis une femme. J'aimerais ça qu'on prenne un peu de temps juste pour regarder tous ces arguments-là, puis voir s'ils tiennent vraiment la route. Le premier, c'est le registre fossile. Ça, c'est l'arbre standard où on voit l'évolution, on parle. Tu sais, je pense qu'il y a un pointeur là-dessus. Oh yes. Ici, autour de 6 millions d'années, serait apparu le premier homme-singe. Hein? Mais si on regarde où est-ce qu'il y a des cercles rouges, c'est où est-ce qu'on va inférer une relation sans avoir d'évidence fossile. Fait que ces premiers-là, ils apparaissent, mais ils n'ont pas de descendants. Ils n'ont aucune évidence fossile d'avoir des descendants. Ici, on voit tous les petits pointillés. C'est ça que ça veut dire. Donc là, quelques millions d'années plus tard, on retrouve une autre famille, qui est la famille des Australopithèques, c'est des singes du Sud. Puis eux autres aussi, ils apparaissent sans avoir aucune relation d'évidence fossile. Fait qu'ils apparaissent abruptement dans le registre, sans rien. Donc là-dedans, tu as Lucie, entre autres, qu'on va regarder là, dans le premier Australopithèque qui ont découvert, qui a un squelette quand même assez complet. Là. Puis là, on pousse ça après ça, quelques millions d'années plus tard, avec l'Homo erectus, l'homme de Néandertal, l'Homo sapiens. Encore une fois, tu as un nouveau genre qui apparaît, le genre Homo ou le genre humain-homme. Puis ce genre-là, il apparaît sans aucune évidence de relation fossile entre, mettons, l'Australopithèque et l'être humain. C'est encore une fois sans évidence. Puis là, des citations de scientifiques, des revues scientifiques, là, j'aurais pu en avoir des dizaines. Mais je n'ai pris une que je trouvais intéressante, mais il y en avait des dizaines à ce sujet-là. Bien que, ça, c'est un des évolutionnistes là, qui ont écrit ça. Bien que la transition de l'Australopithèque à l'Homo, ça c'est l'Homo, c'est homme, là, soit généralement considérée comme une transformation capitale, le registre fossile portant sur l'origine et la première évolution de l'Homo sont virtuellement non documentés. Ça, c'est en 2016, puis je pense que c'est pas mieux encore aujourd'hui, 5-6 ans plus tard, 10 ans plus tard plutôt. C'est capital qu'on trouve qu'est-ce qui s'est passé entre l'Australopithèque puis le genre Homo, mais on n'a pas d'évidence fossile. Il y en a plein de ça. J'en ai pris une au travers des autres. Celle-là aussi, je la trouvais vraiment intéressante. Ernst Mayr, c'est un des plus gros qui a poussé beaucoup l'évolution. C'est un Américain. Ben, c'est un Allemand, mais qui a travaillé surtout aux États-Unis, là, puis qui amenait beaucoup par rapport à l'évolution. Puis il a écrit les premiers fossiles d'Homo, Homo rudolfensis et Homo erectus, sont séparés des Australopithèques par un large fossé non comblé. Comment expliquer cette apparition abrupte?
Ne disposant d'aucun fossile pouvant servir de chaînon manquant, nous devons recourir à la méthode consacrée par la science historique, la construction d'un récit historique. Fait qu'il ne se cache pas, il dit on n'a aucun chaînon manquant. Fait que la seule chose qui nous reste, vu qu'on voit un genre de suite logique, ben on va conter une histoire de comment ça a pu se passer. Mais ils n'ont pas les chaînons manquants. Fait que ça, c'est encore un fait aujourd'hui, là. Qu'est-ce que les jeunes apprennent à l'école, qu'on vient d'Australopithèque ou avant ça, mettons, genre de l'homme de Toumaï, peut-être, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça plus qu'on recule. Mais tout ça, c'est fait sans chaînon manquant. Hein? Je vais regarder juste Lucie ou l'Australopithèque parce que c'est celui qui est considéré notre plus proche ancêtre commun, là, avant que le genre Homo arrive. Là. Puis on va voir comment c'est flagrant leur interprétation. Puis ça, je l'ai déjà fait, fait qu'il y en a peut-être qui vont reconnaître, mais quand, euh, quand on regarde ici le squelette, j'aime ça poser la question aux gens, quand vous voyez le squelette, qu'est-ce qu'on doit supposer pour arriver à une reconstruction qui ressemble à ça, juste en regardant le squelette? Ben, il y a beaucoup de choses qu'on doit supposer. Hein. Est-ce que vous voyez des mains et des pieds dans le squelette? Non, ils n'ont pas trouvé de mains et de pieds de Lucie. Quand on voit dans le dessin, ils ont mis des pieds et des mains humaines, juste plus poilues un peu. Hein. Il y a plusieurs choses qu'on doit supposer. Mains, pieds, le regard. Elle a un fond des yeux blancs. En passant, aucun primate a les fonds des yeux blancs, seulement les êtres humains. Hein, le poil, la couleur, la posture. Bon, tout ça, on doit le supposer. Si on avance, dans différents musées, elle a été représentée de d'autres façons. Le musée de Londres, ça a l'air un peu plus primitif. Dans le musée de Saint-Louis, ça a l'air d'un mannequin qui est après faire une pause. Hein? Le musée de Chicago, un petit peu plus primitif. Hein? Mais si on regarde, on peut lui donner l'image qu'on veut. C'est des représentations artistiques avec un même. J'aime le dessin en bas. Elle peut avoir l'air d'un primate ou elle peut avoir l'air de quelqu'un d'illuminé qui vient de comprendre quelque chose puis de super intelligent. C'est l'air qu'on va lui donner. Hein. C'est une reconstruction, c'est des os. Hein. Fait que ça va avec le paradigme qu'on a dans la tête en partant. Hein. Si on regarde Lucie, son squelette, ça ressemblait à ça à peu près. 3 pieds 5, qu'une femme de taille moyenne autour de 5 pieds 5, qu'est-ce que ça peut avoir l'air? Euh, ça c'est la partie où j'ai besoin de vous autres, les gars. C'est une petite vidéo pour ses hanches. Ils ont fait une reconstruction de ses hanches quand ils ont trouvé le squelette. The perfect fit was an illusion that made Lucy's hip bones seem to flare out like a chimp's. But all was not lost. Lovejoy decided he could restore the pelvis to its natural shape. He didn't want to tamper with the original, so he made a copy in plaster. He cut the damaged pieces out and put them back together the way they were before Lucy died. It was a tricky job, but after taking the kink out of the pelvis, it all fit together perfectly, like a three-dimensional jigsaw puzzle. OK. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'os de la hanche de Lucie était brisé puis ressoudé. Puis là, lui, il a décidé qu'il allait la remettre à son état naturel, basé sur sa vision des choses. Hein? Fait que là, il a fait un moule, il a brisé, il a ramené, puis il a dit, ah, voyez maintenant, ce qu'il avait l'air d'être une hanche de primate, c'est une hanche humaine, finalement. Puis je dis pas qu'il n'y avait pas de reconstruction à faire, mais je pense que vous voyez l'idée que ça va toujours aller avec nos idées préconçues dans ce cas-là. Puis depuis ce temps-là, il y a eu 3 articles différents depuis 1974 à 2010. Puis à chaque fois, il change le mode de locomotion de Lucie. Puis dernièrement, c'était un singe arboricole qui était surtout dans les arbres, puis qui pouvait marcher debout, mais qu'elle avait de la difficulté, puis ça n'allait pas bien. Ben, je vais continuer. Le prochain, tantôt, on voyait que Lucie, elle n'avait pas d'os de main puis de pied, hein, puis elle avait fait des os, OK. Ah, ouais. On va commencer avec lui. En 1974, ils ont trouvé le squelette, les différents os.
Puis c'est seulement en 2015 qu'ils se sont rendus compte que cette vertèbre-là, finalement, c'était une vertèbre de babouin. C'était même pas une. Fait que, tu sais, quand on pense de la science exacte, là, c'est pas de la science si exacte que ça. Par rapport aux doigts de main et doigts de pied, ils ont fait une étude. Ça, c'est les humains normaux, la courbe qu'on peut avoir dans nos phalanges. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont trouvé de d'autres, pas de Lucie, mais de d'autres Australopithèques afarensis. Puis on voit qu'ils sont jamais dans le range des êtres humains ou peu, selon le doigt. Ils sont plus dans les autres ranges là, de bonobos, chimpanzés, gorilles. Fait que les doigts, c'était des doigts courbés, avec les os courbés, comme les primates. Euh, Même chose avec les doigts de pied, hein, la courbature de nos os dans nos doigts de pied. Euh, Quand on regarde où ils sortent, ils sont toujours dans la partie primate et non jamais dans la partie humaine. Fait que, elle a des pieds et des mains de primate, mais dans tous les musées, c'est pas ça qu'ils présentent. Vous voyez un petit peu l'idée. Euh, Ici, nous présentons l'évidence fossile attribuée à Australopithèque anamensis puis à Afarensis possède la morphologie de poignets spécialisés associés à la marche à quatre pattes. Tu sais, ils marchent sur les poignets. Bien, elle a les poignets comme ça. Pourtant, dans les musées, elle est tout le temps debout. Mais c'est pas comme ça qu'elle se déplaçait. Celle-là aussi, c'est intéressant. Comme l'adulte Afarensis, le bébé d'Ikika, ils ont trouvé un bébé avec un squelette pratiquement complet d'un Australopithèque Afarensis. Mais le bébé a de longs doigts courbés, selon Allen Seged. Les omoplates de l'enfant ressemblent à ceux d'un gorille. L'articulation de l'épaule est particulièrement semblable aux primates modernes, aux primates modernes. Que les, en contrastant significativement avec l'articulation de l'épaule que les humains modernes possèdent. Merci, j'ai sauté une ligne. Les chercheurs ont déterminé que les canaux semi-circulaires de l'enfant en bas âge ressemblent à ceux de singes africains et aux autres australopithecines. Ceci suggère qu'Australopithèque afarensis n'était pas aussi rapide et agile sur deux jambes que les humains modernes. Vous voyez le titre de l'article? Le titre de l'article, c'était Le bébé de Lucie. Un extraordinaire nouveau fossile humain est venu à la lumière. Hein? Des doigts courbés, des omoplates d'un gorille, épaules de primate, canaux semi-circulaires de singe africain, mais le titre, full sensationnaliste, un squelette humain a été trouvé. Vous voyez un petit peu le biais qu'il peut avoir. Notre ressemblance génétique avec les chimpanzés, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, ça c'est amplement documenté maintenant. Au début, on disait que l'ADN du chimpanzé et de l'être humain se ressemblait beaucoup à 98-99%. C'est totalement faux. Il est maintenant clair, ça c'est un évolutionniste qui a dit ça, maintenant clair que les différences génétiques entre les humains et les chimpanzés sont plus grandes que précédemment pensé. Les génomes ne sont pas 98 à 99% identiques. Là, ça va tourner autour de 84 à 95% maintenant, selon les personnes. Mais même 1% de différence entre l'humain et le chimpanzé, ça représente 30 millions de lettres génétiques dans l'ADN. 30 millions. En 6 millions d'années, il aurait fallu que ces 30 millions de lettres-là se mélangent, soient acceptées par les mutations, que ça devienne favorable, que ça devienne la règle. C'est impossible. Il manque de temps pour l'évolution pour ça. Maintenant, l'ADN poubelle commune serait une preuve d'une descendance commune. Fait que, ils disent, dans notre ADN humain, il y a des parties qui ne servent à rien. Puis, dans ces parties-là qui ne servent à rien, on regarde les parties du chimpanzé, c'est pareil. Fait que ça veut dire qu'on a un ancêtre commun. Hein, l'idée en arrière de ça, c'est historiquement 97% du génome humain était considéré comme de la poubelle. Ça venait de nos ancêtres, puis c'est juste là, mais on ne s'en sert plus. Ça, c'est historiquement. 97% d'ADN poubelle a du sens dans un contexte évolutif où les mutations aléatoires auraient affecté le génome sur des millions d'années. Fait que ça ferait du sens. Puis le chimpanzé et l'homme ont pratiquement le même ADN poubelle, fait que ça suggérerait un ancêtre commun, une descendance commune. Mais la réalité, en 2012, il y a un projet ENCODE où ils ont tout déchiffré le génome humain au complet, puis ont commencé à regarder la partie qui était considérée poubelle. Mais en 2012, il était rendu déjà à 80% du génome qui était fonctionnel. L'ADN poubelle, c'était une fausse notion. C'est juste parce qu'on ne savait pas à quoi ça servait, puis ils avaient appelé ça comme ça. Puis les gens qui avaient écrit l'article s'attendaient de découvrir dans les prochaines années que 80% de fonctionnalité deviennent près de 100% bientôt de fonctionnalité. Fait que ça ne nous pointe pas vers
descendant commun, mais plutôt vers un designer commun. C'est beaucoup plus ça que ça pointe. L'autre point, il disait qu'il y a une trop grande diversité génétique pour avoir seulement 2 êtres humains à la base de toute la race humaine ou l'humanité. Puis ça, c'est basé sur ton point de vue. Selon ton point de vue, cette diversité-là, si les changements se font lentement dans le temps, mais ça se peut pas qu'on ait autant de diversité aujourd'hui. Mais si on croit, nous, que les changements se font rapidement dans le temps, puis qu'originalement, Adam et Ève, il y avait beaucoup de diversité génétique en eux, parce que Dieu les avait créés parfaits pour s'adapter à différentes situations, bien, oui, on peut arriver à ça. Puis il y a 2 modèles créationnistes de gens différents, là, des généticiens, John Sanford et Nathaniel Jensen, qui expliquent comment, en partant d'un premier couple avec une diversité génétique intrinsèque, on arrive à la diversité qu'on a aujourd'hui dans 200 générations. Ça nous amène à peu près à 6000 ans. Fait que, eux, ils ont un modèle très scientifique qui arrive à cette conclusion-là. Fait que toutes les raisons pourquoi les gens veulent voir l'évolution de l'homme comme étant un fait, puis que là, il faut essayer de réinterpréter la Genèse, en fait, ça ne tient pas. Le registre fossile ne tient pas. La ressemblance génétique avec la chimpanzé, ça ne tient pas. L'ADN poubelle, ça n'existe même pas. Fait que ça nous pointe plus vers un créateur commun qu'un descendant. Puis la diversité génétique dans la race humaine aujourd'hui, elle s'explique même si on part d'un passé récent. Fait qu'on n'a pas besoin de mettre en doute le récit. On peut plutôt s'y fier. Ceux qui sont intéressés, je peux le prêter, là. Replacing Darwin, ça c'est Nathaniel Jensen qui l'a écrit, ça c'est un des modèles qui est vraiment simple à expliquer si vous avez des notions de base puis à comprendre, mais ça, c'en est un, je peux vous le prêter. Habituellement, on a du temps pour des questions, mais là, j'ai passé mon temps pour ça, désolé. Fait que viendrez me voir après. Pour les questions, ça va me faire plaisir.